Oui. Merci. D'accord. Il me manque Pascal, là. Ah ben voilà. Voilà, je vais là. Vous avez un verre François. Oui, non, c'est Emmanuel qui parlera en premier. Pas... Alors, le thème de cette table ronde peut en satisfaire un certain nombre, parce que là, on va retrouver et de la recherche et de l'action. Quelle utopie pour la formation tout au long de la vie? Alors, je ne sais pas si tous les cinq, nous sommes des prophètes d'utopie ou si on a des capacités de lecture dans le mar de café. Mais depuis depuis de longues années, nous vous en êtes rendu compte depuis ce matin, on a été confronté à ce problème de la formation continue des adultes. Évidemment, pour nous tous, c'est plutôt dans les sciences sociales. Mais je pense que vous avez eu, à travers notre camarade responsable des entraîneurs de foot, une vision déjà qu'en fait, puis peut-être aussi à travers ce que a raconté Pascal à propos d'ATD Quart-Monde ou moi à propos du Secours populaire, qu'il était aussi possible de partir de l'expérience plutôt que de la théorie, n'est-ce pas, pour former, et que c'était bien ça la recherche-action. Pierre-Marie Meunier et Bernadette Aumont nous ont appris que pour apprendre, il faut chercher et entreprendre. Je citerai Albert Einstein, qui dit la connaissance s'acquiert par l'expérience. Par l'expérience. Le reste de la phrase est très dur pour un certain nombre d'entre nous dans la salle. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Donc, on va essayer chacun à notre manière, à partir de nos parcours, de projeter ce qu'on croit possible pour proposer à des adultes une formation continue dans les années qui viendraient, quoi, hein. Même si, comme dit Bernanos dans l'imposture, hein, l'expérience est une invention des vieux qui met les jeunes en colère. Bon, alors, on va parler d'expérience. Je pense que pour une question d'ordre, je vous proposerai de noter au fur et à mesure vos questions et que toutes les questions soient posées après la dernière intervention, hein, de façon à ce que le dernier intervenant ne soit pas réduit à la portion congrue. Alors, enfin, les derniers, parce que c'est un peu... Emmanuel commence peut-être sur le panorama de la démarche actuelle. Le panorama Non, enfin, l'esprit du panorama. Le conforama. Ouais. Combien de temps on a pour... T'as un micro? Oui, j'ai un micro. Vas-y. Ouais. Combien de temps on a? Oh, ben c'est fini. C'est fini. Ça y est. Bon, mais ça tombe bien. Parce non, mais que... c'est important pour ça. Non. Combien de temps on peut dire? Il est 16h45. 5 minutes par personne. Il faut qu'on ait fini dans 1 heure. Ça fait 10 minutes. 10 minutes. Voilà. D'accord, ok. Alors, j'ai essayé de... Enfin, le titre de la table ronde est quand même assez ambitieux. Quelle utopie pour la formation tout au long de la vie. Donc, j'ai essayé d'y réfléchir à mon niveau à partir de ma pratique. Il y a donc quelques petites choses que j'ai envie de dire. En fait, déjà, j'ai envie de revenir sur peut-être quelque chose dont on a assez peu parlé ici, parce qu'on a la chance, en fait, de partager certains éléments, principes, valeurs d'une conception de la formation des adultes. Et du coup, moi, je me sens depuis ce matin très en lien avec tout ce qui se dit, très en affinité, et ça fait du bien, parce que voilà, on trouve aussi d'autres conceptions de la formation qui circulent. En tout cas, moi, je rencontre souvent, soit directement, soit indirectement, à travers les formateurs que je forme, des situations de formation, des contraintes qui pèsent sur les acteurs de la formation, et puis des descriptions de dispositifs, d'actions de formation qui me laissent un petit peu sidérée parfois par ce que devient la formation. Donc je voulais juste revenir un peu sur cet élément de contexte de la formation d'adultes aujourd'hui.
parce qu'il me semble que c'est important. D'ailleurs, c'est un des éléments d'introduction, de présentation du colloque dans le dépliant qu'on a reçu, où il est dit que la formation est aujourd'hui de plus en plus organisée et pensée en fonction des enjeux qu'on lui assigne, à savoir des enjeux d'adaptation à un marché de l'emploi incertain, fluctuant, et j'ajouterais d'adaptation à des politiques d'entreprise. Je crois que ça, c'est un élément qu'il faut avoir en arrière-fond. Et de fait, pour décrire aussi de manière très, c'est pas du tout un panorama, mais en quelques mots, ce que moi je perçois du contexte, enfin, c'est pas moi toute seule, mais ce qu'on peut percevoir du contexte actuel de la formation des adultes, c'est une tendance déjà, ça a été dit, je crois, à n'envisager la formation que sous l'angle de la formation professionnelle, c'est-à-dire que ce qui est pensé formation, c'est formation professionnelle, et parfois je rencontre des personnes qui voient pas du tout de quoi je veux parler quand je dis, mais bien sûr, professionnel, mais la question de la formation, c'est des enjeux de personnes et de développement social qui sont plus larges. Donc ça, c'est une tendance. La tendance, du coup, à la diminution des durées de la formation. On a vécu ça au DEPS quand il a fallu passer de 3 ans à 2 ans, qu'il a fallu aussi entrer dans la certification, le répertoire des certifications professionnelles, jusqu'à ce que le DEPS, du coup, d'ailleurs, n'existe plus à Paris 3. Enfin, c'est des choses... que j'ai vécu moi avec peine et qui sont un signe de ce qui se passe aujourd'hui en formation d'adultes. Donc tout ça a tendance notamment à marginaliser la question pédagogique et puis du coup aussi à faire peser sur les acteurs de la formation des contraintes fortes de temps, de moyens, tant pédagogiques que matériels, et puis à induire, moi je rencontre des formateurs qui m'expliquent à quel point ils sont contrôlés dans les effets qu'ils doivent produire, dans les résultats qu'ils doivent produire en termes d'impact, impact sur le retour en emploi, impact sur les rendements dans les entreprises, impact sur les chiffres d'affaires. Donc voilà, ça c'est un élément de contexte, et pour beaucoup d'acteurs, il n'y a pas d'autre conception de la formation que celle qui est précisément pensée dans ces termes. Donc ça, pour moi, c'est un souci. Et en même temps, j'ai envie de dire, puisqu'on parle d'utopie, on ne peut pas faire fi de tout cela. Enfin, on ne peut pas considérer que ça n'existe pas. De fait, la formation est un moyen, aujourd'hui, au service de buts économiques, sociaux. C'est un moyen d'insérer les personnes, c'est un moyen de les adapter à des transformations du travail, de répondre à une demande de qualification qui est portée par les entreprises. Donc, tout ça est une réalité. Donc, à mon sens, il me semble aujourd'hui indispensable de se demander comment est-ce qu'on peut articuler cette fonction instrumentale de la formation qui est légitime et qui est aussi d'ailleurs ce qui fait que la formation se développe et s'est développée. Comment l'articuler à des enjeux plus larges de développement des personnes, de leur pouvoir d'agir, on en a parlé dans la table ronde précédente, de leur capacité à s'impliquer dans des changements, des transformations du travail, des conditions de travail. Voilà. Donc ça, c'est à mon avis, pour moi, c'est un défi. Non pas nier la dimension... l'assignation de la formation à certains buts un peu immédiats, mais comment articuler cette dimension-là à d'autres enjeux plus larges. Alors du coup, quelle utopie ? Eh bien, d'une part, toujours continuer à développer, comme on le fait ici avec les acteurs qui sont présents ici, à promouvoir des pratiques alternatives, fécondées par les pensées comme celle de Desroches, dans les espaces qui le permettent, mais ils sont quand même pas très nombreux. Et en même temps, une autre voie, en tout cas, moi, celle qui est la mienne, parce qu'on agit chacun à son niveau, moi, je forme des formateurs. Donc voilà, c'est à travers cette pratique que j'essaye de faire vivre une certaine utopie de la formation, et sachant que je forme des formateurs qui, de fait, sont soumis à ces contraintes dont je parle. Donc c'est un élément, pour moi, qui est présent quotidiennement. Et du coup, je reviens peut-être sur une chose qui a pu être mal comprise ce matin, puisque j'en ai discuté avec Pascal tout à l'heure, quand je disais « j'ai pas de pratique de formation par la recherche-action ». Alors, c'est en partie vrai, malheureusement. J'ai par contre eu cette pratique pendant 3 années à Paris 3, et j'ai eu la chance, en plus, de vivre un compagnonnage extrêmement fécond avec Roland Collin, Philippe Missotte, Pierre-Marie Meignier, Odile Martin-Saint-Léon, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui m'ont vraiment appris et complètement nourri à ces démarches de l'autobiographie raisonnée, de la pédagogie coopérative, des ateliers de recherche-action. Donc j'ai complètement été nourrie de cela, et c'est à partir de ce bagage que je travaille aujourd'hui. Mais je ne peux pas faire la même chose au CNAM.
tout simplement parce que j'ai pas le temps et qu'on me demande aussi un certain nombre de choses. Je dois former aux techniques pédagogiques, aux méthodes pédagogiques, et puis c'est une demande qui est réelle. Et puis j'ai un temps qui est court. J'ai pas nécessairement la possibilité de mettre en place des démarches d'autobiographie raisonnée, ou si je le faisais, on arriverait à la fin de mon enseignement, et puis maintenant on dirait, bon, voilà, il manque quand même un peu la suite. Donc c'est compliqué. Alors du coup, j'essaye malgré tout de faire quelque chose quand je forme ces formateurs. Alors, je vais vous parler de 3 éléments qui, moi, sont un peu comme des espèces d'orientation et de pensée qui traversent en fait le dialogue que j'ai avec les formateurs. Une première chose, c'est de trouver justement une forme de réponse à cette demande de technique, cette demande actuelle de technique, voire parfois de recettes pédagogiques. Il est vrai que la première demande que je reçois quand j'accueille des formateurs, c'est quand même une demande d'outils, enfin, ce qui est tout à fait légitime, et une demande d'outils dans une certaine forme de standardisation de la réponse pédagogique, c'est-à-dire on a des publics, on a des objectifs, on a des situations, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, et quelle technique on utilise, et quelle méthode on va mettre en œuvre, pour quel type de public, pour ce type d'objectif. Cette demande, elle est complètement légitime, et en plus, je pense qu'elle est en fait une conséquence de l'instrumentalisation de la formation et de cette volonté justement je dirais même ce fantasme de contrôler les effets de la formation à tout prix. Pour des formateurs qui sont pris dans ces contraintes-là et qui doivent répondre à des cahiers des charges très précis et qui doivent répondre à des effets très précis en termes d'apprentissage ou de retour à l'emploi, la question de l'efficacité de ce qu'ils font, elle est quand même carrément urgente. Enfin, c'est même une certaine angoisse. Et du coup, ce qui est de l'ordre, ce que moi je relève comme étant de l'ordre de la liberté, du choix pédagogique, et ce qui est effectivement le caractère assez peu prescrit finalement de l'action de formation au sens concret du terme quand on est en situation de formation, ces éléments de liberté-là, pour le coup, vu l'espace de contraintes dans lesquels ils peuvent être perçus comme assez intolérables en fait, au regard des attentes qui pèsent sur eux. Cette liberté, ils n'en veulent pas toujours. C'est-à-dire, c'est bien gentil, mais en fait, moi, j'ai envie qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse pour qu'effectivement, je puisse atteindre les résultats escomptés. Du coup, j'essaie en même temps de répondre à cette demande de technique et en même temps de la réinterroger en permanence, de faire réfléchir sur ce que sont ces techniques, fameuses techniques pédagogiques, parce qu'on en trouve des manuels entiers qui détaillent, et puis d'essayer tout simplement d'aborder le fait qu'elles ne sont pas neutres. Enfin, c'est une dimension qui paraît peut-être banale, mais elles ne sont pas neutres parce qu'au-delà de leur efficacité plus ou moins grande, elles mobilisent les personnes de façon différente, elles les positionnent différemment dans la relation pédagogique, elles agissent, en fait, ces techniques-là sur les personnes et sur leur vécu en formation avant même d'agir sur les apprentissages. C'est presque un élément parallèle. Et du coup, elles ne sont pas seulement à comparer en termes d'efficacité, mais elles sont aussi à comparer en considérant les changements de place qu'elles permettent, qu'elles autorisent justement entre les acteurs, entre les apprenants et les formateurs, les rapports au savoir qu'elles construisent, la position sociale auquel elles préparent, le métier, la position professionnelle auquel elles préparent, ces positions qui peuvent être plus ou moins conformistes, plus ou moins critiques, plus ou moins autorisées à justement induire des changements. Donc ça, c'est un élément premier de ma façon de penser le travail pédagogique avec mes personnes que je reçois. Alors, je ne sais pas du tout où j'en suis du temps. Donc, Non, c'est presque fini. Ah ben voilà. Alors, du coup, juste 2 points, parce que j'y tiens quand même. Mais une deuxième orientation, c'est, une fois qu'on a travaillé sur ces techniques, essayer de faire passer justement de cette demande de technique à la réhabilitation du choix pédagogique. C'est-à-dire réintroduire cette notion de choix. Se dire que là où, au contraire, est attendue une forme de réponse, même de surdétermination de la réponse, on va essayer de réintroduire un espace de choix, mais du coup, il faut l'outiller. Donc, un gros travail que je fais avec les personnes qui sont en formation, c'est d'essayer de mettre en évidence, du coup, à travers des pratiques, parce qu'ils animent en fait en situation, en séance, on est vraiment sur du concret, hein, on ne travaille pas en théorie, mais on fait des animations, puis après on voit ce qui se passe, on débriefe et on travaille comme ça. Et du coup, c'est essayer de retrouver derrière les pratiques les choix qui sont faits, très concrets, pourquoi on les a faits, tout simplement, et renouer avec les sources, renouer avec les conceptions pédagogiques qui sont derrière. Pourquoi on met les gens en groupe? Pourquoi est-ce qu'on les met en demi-cercle? Pourquoi est-ce qu'on veut les positionner comme acteurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on a choisi telle façon de faire plutôt que telle autre?
Et tout ce travail-là, on le fait vraiment en essayant d'aller du côté du lien entre ce que je fais et ce que je crois faire, ce que je fais et ce que je pense, ce que je fais et ce à quoi je crois, ce que je fais et ce que je vise comme projet pédagogique, au-delà et avec la question des apprentissages. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, ça rebondit finalement sur les propos de Pierre Gauja sur la question de la professionnalisation. Essayer de faire réfléchir à qu'est-ce que je fais quand je forme à un métier. Et qu'est-ce que c'est que former un adulte à un métier ? Et qu'est-ce que c'est que la professionnalisation ? Donc, à la limite, j'ai plus rien à dire puisque Pierre Gauja l'a très bien dit. Est-ce que professionnaliser, c'est simplement un moyen de faire diminuer le chômage ? Est-ce que ça renvoie uniquement au diplôme ? Est-ce que ça renvoie uniquement aux compétences ? Ou est-ce que c'est pas aussi la question du sujet professionnel qui est derrière, sa capacité à être aussi un sujet social, et donc est-ce que ça ne renvoie pas à une forme de socialisation critique et pas seulement à la question des compétences et du diplôme. Donc voilà, si j'avais moi une utopie, aujourd'hui j'essaie de la faire vivre à travers une formation de formateurs qui porte ces dimensions-là pour pouvoir continuer à les faire vivre dans les formations que les formateurs ont à mettre en œuvre et qui sont pourtant dans des espaces assez contraints. Voilà, merci. Je donne la parole à Jean-François Drapery. Merci Philippe. Tout de suite, je dis que je suis un peu contraint par l'heure, mais je crois que Pascal aussi, donc je le dis en nos deux titres. Il faut vraiment qu'on parte à moins le quart, de façon... on a un train, donc voilà, on vous demande de bien vouloir nous excuser si jamais les travaux ne sont pas tout à fait terminés. Voilà, alors c'est vrai que j'avais plutôt projeté d'intervenir sur l'autobiographie raisonnée, mais en fait, en revoyant le titre « Quelle utopie pour la formation tout au long de la vie ?», je change mon fusil d'épaule et je reviens sur les formations, le moteur des formations qu'on dispense au Centre d'économie sociale du CNAM. Et j'interviens un peu en contrepoint, en fait, par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, parce que nous, on fait des formations donc, de niveau 1 et de niveau 2 à l'attention de responsables associatifs et coopératifs, essentiellement. Aussi de responsables de services municipaux à la jeunesse ou à la culture, parfois. Donc, dans les secteurs de l'action sociale, de l'action culturelle, de l'éducation populaire ou du développement local. Et les adultes qui viennent en formation sont souvent à un moment clé de leur vie professionnelle. Ils ont quelques années d'expérience, ça peut être minimum 5, mais ça peut être jusqu'à 30 ou 40, et posent les valises et se disent comment je vais continuer, qu'est-ce que je vais faire. Ça peut être un sportif, ça peut être un musicien qui, à un moment donné de sa carrière, voit que son temps est passé et qu'il faut qu'il passe à autre chose. Mais en tout cas, voilà, il y a très souvent un questionnement sur comment je continue à travailler. Et donc l'utopie, nous, sur laquelle l'utopie qu'on pose, c'est celle de Desroches, en fait, qui définit l'utopie comme le projet alternatif, le projet imaginaire d'une société alternative. Et donc nous, c'est comment on peut contribuer à une société alternative en nous appuyant sur le mouvement de l'économie sociale et solidaire. Voilà dans quoi on s'inscrit. Donc c'est l'utopie de contribuer au changement et en se changeant soi-même, de façon pacifique, on va dire, un changement qui est perçu de façon pacifique et par l'organisation d'une association ou d'une coopérative. Donc la démarche de formation consiste essentiellement à accompagner les projets des personnes. On démarre par une autobiographie raisonnée, projet qu'on accompagne au cours des 2 années de formation. On démarre par l'autobiographie raisonnée. Ça a tout de suite été un gros problème parce qu'effectivement, le responsable de formation ne peut pas faire, on a des promotions de 35 à 40, on ne peut pas faire 35 à 40 autobiographies raisonnées en début de formation. Et du coup, nous, le parti pris auquel j'ai été contraint, c'est de former les personnes à faire les entretiens. Et donc, dès la première semaine, tous les stagiaires se retrouvent en posture non seulement de personnes projets, mais aussi de personnes ressources, c'est-à-dire à mener les entretiens. Et j'ai commencé ça il y a une quinzaine d'années. Et depuis, du coup, on a cette transmission, finalement, que Desroches n'avait pas faite
C'est ça qui est intéressant, c'est une question que je me suis posée souvent. Desroches n'a pas fait la transmission pratique de l'entretien. Il l'a écrit dans ce texte de 84, qui est repris dans un des chapitres d'Entreprendre, d'apprendre, mais c'est plus en réaction, comme l'a dit tout à l'heure Christophe, pour dire, voilà, nous l'avons testé et attesté, c'est un outil de l'UCI, de l'Université coopérative internationale. D'ailleurs, il le pratiquait plus dans le cadre de l'Université coopérative internationale qu'au collège coopératif, parce qu'il avait cette contrainte, cette difficulté institutionnelle, en quelque sorte. Et en fait, le fait de transmettre l'autobiographie raisonnée modifie sa pratique, évidemment, puisque toutes les personnes sont à la fois personnes projet et personnes ressources. Je ne vais pas développer ce point-là, parce que c'est ce que j'avais pensé faire, mais finalement, je pense plus important peut-être de revenir sur quelle utopie pour la formation tout au long de la vie, plutôt que sur la stratégie éducative. Mais enfin, voilà, toujours est-il que depuis, ça m'a amené, à la demande des anciens stagiaires, à mettre en place une vraie formation à l'autobiographie raisonnée, parce que beaucoup de stagiaires ont dit, mais ça nous intéresse dans nos pratiques militantes ou professionnelles que de faire cet usage. D'ailleurs, à quel titre nous pourrions-nous faire usage de l'autobiographie raisonnée et ne pas le permettre à ceux qui sont les bénéficiaires en tant que personnes projet? Il n'y a pas de formation. Donc c'est une formation expérientielle encore aujourd'hui. Et donc c'est une question vraiment difficile sur laquelle on réfléchit. On a constitué un groupe de recherche-action là-dessus, sur théorie et pratique de l'autobiographie raisonnée. Voilà. Mais si je reviens sur l'utopie de changement social, là aussi j'ai repris un fil que Desroches avait je trouve magnifiquement filé, en fait, hein, qui est de dire, en fait, le mouvement coopératif, comme tout mouvement de changement social à partir du 19e siècle, procède d'une sécularisation des mouvements millénaristes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit, en fait, pendant des siècles et des millénaires même, et dans toutes les sociétés, on a eu l'idée, on a construit un royaume meilleur, un temps qui durerait 1000 ans, qu'on appelle le millénium, le royaume, mais il n'est pas sur Terre. Et puis, dit-il, il a fait sa thèse sur les Shakers américains, où on voit Anne Lee, l'animatrice de cette secte, je vais le dire comme ça, qui à la fois définit un royaume, mais qui aussi constitue une communauté, la communauté des Shakers. Donc en fait, le royaume des cieux descend sur terre. Hein, c'est ce qu'on peut appeler ce qu'il appelle la sécularisation, c'est-à-dire l'entrée dans le siècle du royaume. Et donc, Desroches affirme que c'est cette expérience, mais il y en a d'autres évidemment, des mouvements de sécularisation des milléniums, ils commencent au Moyen-Âge, en tout cas en Europe occidentale. Eh bien, c'est ça qui va amener cette idée qu'on peut changer le monde. Vous voyez, aujourd'hui, parce qu'en fait, là, il le disait souvent, il disait, le pire qui puisse arriver, c'est qu'un jour, tous les mouvements d'éducation populaire doutent qu'il soit possible de changer la société. Et donc, il a recherché les origines, en quelque sorte, certaines origines, en tout cas peut-être pas toutes, de cet imaginaire que nous avons, que nous pouvons changer le monde. Et donc, après, je me suis intéressé à, eh bien, si on étudie maintenant dans le mouvement coopératif les grandes utopies coopératives qui ont été mobilisatrices et qui ont débouché sur des mouvements économiques et sociaux, voilà, sur 2 siècles, que s'est-il passé? Alors, je le résume en quelques mots. Il y a une première phase d'effervescence. Donc ça, c'est un travail que j'ai effectué ça m'a pris au moins 15 ans. Enfin, je n'ai pas fait que ça, mais ça m'a pris du temps quand même de travailler là-dessus. Mais c'est vraiment en prolongement du projet coopératif de Desroches, quoi. Il y a eu un premier temps qui est qu'on connaît bien, le mouvement associationniste de 1848. Ce sont les producteurs qui s'associent et qui créent une micro-république qui est l'association ouvrière et qui va donner naissance à la coopérative de production, la SCOP. Les premiers statuts de la SCOP proviennent voilà, je ne détaille pas, mais de cette première effervescence créatrice d'une micro-république des travailleurs. Donc ça, c'est le premier temps. Il y a un second temps, à la fin du XIXe siècle, qui prend son essor à partir des coopératives de consommateurs.
Et là, on a tout autre projet qui est théorisé par Charles Gide en 1889, mais déjà Robert Owen en Grande-Bretagne l'avait théorisé, qui est la macro-république des consommateurs. C'est-à-dire que le changement, on peut changer le monde, mais pas à partir du travail, c'est à partir de l'acte de consommer, parce que finalement, dit-il, c'est un produit n'a de valeur que pour autant qu'il est consommé. Et donc le pouvoir est entre les mains des consommateurs. C'est une deuxième grande phase coopérative qui concerne aussi la dimension mutualiste puis la dimension associative, puisque les coopératives de consommateurs, les mutuelles et les associations sont finalement des formes de coopération d'usagers et non plus des coopérations de travail. Il y a une troisième grande phase pendant les années 60-70, à laquelle Roland a activement participé, lors de l'accession à l'indépendance des pays du Sud, et où je crois que j'ai essayé de voir s'il y avait un seul pays qui ne s'était pas appuyé sur les coopératives. Et j'en ai pas trouvé. C'est-à-dire, dans tous les pays du monde, dans ce moment de l'accession à l'indépendance en pleine guerre froide, tous les pays cherchent à échapper à la fois aux États-Unis et au communisme et à l'ancienne puissance coloniale et cherchent une voie coopérative. Et évidemment, les anciennes puissances ou les États-Unis ou l'Union soviétique ne les laissent pas faire. Roland a vécu ça en direct. Et moi, je l'ai un petit peu vécu après au Cap-Vert en accompagnant Henri Desroches dans la République du Cap-Vert dans le cadre de l'Université coopérative internationale. Eh bien, il y a même encore aujourd'hui un pays qui s'appelle la République coopérative, qui est la Guyane, l'ex-Guyana britannique, qui est le nom officiel, c'est toujours République coopérative de Guyana, en référence à Charles Gide et Ernest Poisson. Donc c'est vraiment... bon, alors évidemment, elle n'est pas une république coopérative, mais elle en a gardé le nom. Et puis on est aujourd'hui, me semble-t-il, dans une quatrième phase d'effervescence. C'est-à-dire c'est une chance d'une certaine façon, parce que ce n'est pas tous les moments de l'histoire où il y a cette effervescence, mais on voit bien à travers les AMAP, les SIC, les coopératives d'activité et d'emploi, les monnaies complémentaires, le commerce équitable, etc. Il y a une floraison incroyable d'expériences d'économie sociale et solidaire. On voit que le mouvement est extrêmement profond. On n'en mesure pas la puissance. Je crois que c'est impossible aujourd'hui. On sent que c'est fort. Mais il faut le définir. Donc je me suis exercé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le premier mouvement, c'était les producteurs sur des entreprises. Le deuxième, c'était des consommateurs avec l'idée qu'on allait changer le capitalisme de l'intérieur. Le troisième, c'est à l'échelle des nations. Eh bien, aujourd'hui, il semble que les mouvements contemporains ont trois caractères. Le premier, c'est que ce sont toujours des républiques, c'est-à-dire on est toujours dans la recherche d'une alternative. Ça n'a pas changé par rapport aux autres. Le second, c'est qu'on n'est plus à l'échelle de l'entreprise, mais on n'est pas non plus à l'échelle du monde, où on sait qu'on n'est pas en capacité de changer l'économie mondiale aujourd'hui. On est à l'échelle des territoires. C'est-à-dire on pourrait parler de méso-république, c'est-à-dire méso, c'est entre le micro et le macro, quoi. Aujourd'hui, on voit bien que toutes les expériences se situent dans le cadre territorial. Et puis l'autre aspect, je crois le troisième, c'est que ces expériences associent la production et la consommation. Et donc, alors qu'avant, on les opposait. Aujourd'hui encore, on a une théorie coopérative de la production à travers les scopes. On a donc, Henri Desroches était plutôt, me semble-t-il, dans ce courant théorique-là. On a une théorisation de la coopération de consommation. Claude Viennet était plutôt dans la théorie de la coopération de consommation. Mais on n'a toujours pas de théorie de l'intercoopération. Et je pense que c'est un travail qu'on doit mener. Ce serait ça, me semble-t-il, le travail théorique qu'on pourrait mener à partir, donc les recherches qu'on pourrait mener à partir des expériences qu'on peut accompagner. Mais d'ores et déjà, on sait que les expériences qui fonctionnent aujourd'hui, vous voyez que les AMA passent aussi producteurs et consommateurs, les SIG également, d'une certaine façon, etc. C'est l'association de producteurs et de consommateurs à l'échelon des territoires avec une visée alternative. Du coup, on voit bien qu'à travers toutes ces expériences, ce n'est pas la réussite économique qui est visée en premier lieu. On sait qu'il faut tenir économiquement. Mais le projet, c'est vraiment l'utopie. C'est une utopie de changement social pour mieux vivre, pour s'émanciper et pour s'accomplir. Raison pour laquelle on peut dire que, alors qu'on dit souvent que le mouvement coopératif est un mouvement économique qui s'appuie sur l'éducation, on peut tout autant dire que c'est un mouvement d'éducation qui s'appuie sur l'économie. Merci. Merci. Oui, alors je vais d'abord
dire ce qui m'est arrivé, qui va depuis 2006. Donc j'ai été invité au Brésil puis au Mexique par une petite université d'éducation populaire qui s'adresse au milieu populaire qui veulent accéder au premier niveau universitaire, donc licence comptabilité, droit, technique commerciale, tourisme, communication, en cours du soir, vous voyez, une petite université, et que j'ai rencontré à un congrès, je suis obligé d'aller très vite, un congrès sur la transdisciplinarité avec Edgar Morin et Bessara Nicolescu au Brésil. Et moi, je faisais mon topo sur les DUEPS, enfin, un peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Et ils sont venus me voir, ils m'ont dit, mais ça, c'est vraiment, il faut que tu viennes nous expliquer comment tu fais ça, parce que nous, ce qu'on se rend compte, c'est que, voilà, c'est bien, on aide des gens à se développer socialement, l'éducation populaire, bon, ils accèdent à des diplômes, ça aide des familles, etc. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les savoirs qu'on transmet, la comptabilité, le droit, etc., tels qu'on les transmet, en fait, c'est destructeur autant de l'économie locale, l'écologie locale. C'est Puerto Vallarta au Mexique, c'est station balnéaire, donc on fait de l'argent, mais on détruit tout un tas de choses. Et donc, il y a une contradiction entre notre vision humaniste et les savoirs disciplinaires qu'on... Ça va, vous me suivez? Bon. Alors moi j'ai dit ça je sais pas faire, mais ce qu'on peut faire c'est une recherche-action. Donc ça fait 10 ans qu'on y est, je vous fais très vite le truc. On a créé les premiers cours transdisciplinaires qui sont agréés par le ministère, etc. On s'est retrouvé embringué dans le réseau d'Edgar Morin, donc qui couvre toute l'Amérique latine, qui s'appelle Complexité, transdisciplinarité et coformation. On a publié plusieurs bouquins, etc. Bon. Je vais très vite là-dessus. Mais ce que ça m'a dit, moi, ce que ça m'a appris, et puis après, retournant au Québec, puis en France, et rencontrant, alors je fais le lien avec les nouveaux mouvements alternatifs, les coopératives alternatives, les alternatives écologiques, les alternatives d'alimentation, d'éducation, etc. Et surtout de tous les mouvements de jeunes que j'ai, des étudiants de licence au Québec ou ici, qui sont confrontés. Alors là, je vais très très vite. Là, j'espère, enfin, vous n'allez pas me prendre pour un fou, mais en tout cas, l'analyse que fait Edgar Morin entre l'abîme et la métamorphose. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous avez entendu parler des derniers travaux d'Edgar Morin, La Voie pour l'avenir de l'humanité. En gros, c'est de dire, bon, je vais caricaturer très fort, mais la globalisation et la mondialisation, bon, avec le réchauffement climatique, on est les jeunes étudiants qu'on a à 25 ans, c'est les premières générations qui savent, avec toutes les garanties scientifiques, si on veut, que le système sociopolitique, économique, il n'est pas viable pour la biosphère. Bon. Et ça, c'est pas une échelle de 2000 ans, c'est une échelle de 1, 2, 3 générations. Donc là, on est dans... Et ce système, il tient sur quoi? Il tient sur toutes le plus fort de nos égocentrismes et de nos ethnocentrismes, notre avidité, notre besoin d'avoir, de paraître, nos peurs de disparaître. Je veux dire, c'est quand même fou. Le système qui est en train de détruire la planète, il dépend d'un travail le plus spirituel, le plus ancien, du travail spirituel au sens que Foucault a pu le dire. Là, je ne suis pas en train de parler de religion, je parle de travail d'épurer son ego. Voilà. Ah, c'est complètement fou. Le défi qu'on a en termes d'éducation permanente tout au long de la vie, c'est complètement fou. C'est la survie de la planète au risque de nos égos. Voilà, je fais très vite, mais... Alors voilà, moi c'est ça, mon utopie. C'est là, nous, on a, ce que je vois en travaillant au Mexique, là, et après, on a été invité au Costa Rica, en Bolivie, enfin, on a fait... Mais maintenant, moi, je voudrais revenir et faire ça ici, en France et au Québec, avec les réseaux alternatifs. Je pense que, bon, il y a des tas de choses qui surgissent. Là. Vous avez vu le film Demain, enfin, vous avez entendu parler, En quête de sens, ces petits jeunes qui ont fait un truc, là, avec... un financement. C'est incroyable. Ils sont venus à Rimouski. Je les ai vus à Rimouski. Ils sont en train de se balader sur toute la planète. Et puis, les gens... Mais ce qui est... On était... Enfin, je parlais de mon adolescence ce matin. On était une minorité de minorités, les hippies. Là, c'est plus une minorité de minorité. C'est toujours une minorité, mais c'est une grosse minorité. Alors moi, je suis complètement d'accord, il y a une explosion là. Et ces gens-là qui cherchent des modèles alternatifs, les mouvements coopératifs, le travail,
la maïeutique de la recherche-action, c'est pour eux. Et si moi, en tout cas, moi, c'est là que je la vois, l'utopie, c'est de s'engager résolument à aider. Parce que les gens, moi, je rencontre les gens, des jeunes, là, et puis des moins jeunes, là, qui se sont engagés. Il y a des pionniers, on nous montre toujours Pierre Rabhi, je l'adore, mais bon, il n'y a pas que Pierre Rabhi. Mais c'est intéressant quand même, les pionniers, parce que qu'est-ce qu'il a fallu, quel savoir il a mis en jeu, parce que les premiers qui basculent comme ça dans des modes de vie alternatifs, il faut voir les enjeux, les savoirs existentiels, pratiques, théoriques qui sont en train de développer. Et je pense que nous, on a les outils pour les aider à les conscientiser, à les formuler, à les renforcer. Et peut-être, alors c'est pour ça que je suis très content que tu aies parlé avant moi, parce que tu ramenais l'utopie de changement social. Je pense que, enfin, pour moi, elle est là, l'utopie. En tout cas, elle est là. C'est là que j'ai envie de m'engager, quoi. Moi, je vais vous proposer d'observer les choses champ large. Comme d'ailleurs je suis le dernier à intervenir dans cette table ronde, c'est peut-être pas la plus mauvaise des manières de faire. Champ large parce que finalement, en même temps, j'ai toujours entretenu avec Desroches une réflexion champ large. Première rencontre avec Desroches, 1959. Donc, l'année où se crée le collège coopératif. Et depuis, on ne s'est jamais laissé. Et nous avons beaucoup parlé en chemin. Donc, ce à quoi je vais me référer, c'est des propos en chemin avec Desroches. Une chose dont on parlait lors d'un de ces cheminements, c'est finalement qu'est-ce que c'est que la recherche-action. La recherche-action, c'est la mise en partage de la connaissance et de l'action, de l'agir. Et alors, on se disait, finalement, c'était un impératif de l'humanité. Si les hommes n'avaient pas, disons, pratiqué ce genre de démarche, l'humanité se serait tarie. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière, la recherche-action, c'est une manière d'être humain. Et ça, je crois que c'est tout à fait important. Ce qui veut dire aussi qu'à chaque étape de l'histoire, il y a des manières d'être humain et donc des manières de pratiquer la recherche-action. Et nous, au siècle où nous sommes en quelque sorte sommés de trouver la manière qui correspond à la phase de l'histoire où nous sommes. Alors, je vais revenir un peu sur Desroches, enfin, en parlant en compagnon, pas bien sûr. Mais j'ai tout à fait apprécié ce que disait Jean-François tout à l'heure. Desroches, dans un premier temps, c'est vraiment complètement axé sur le champ coopératif parce que c'était un champ d'action qui lui était ouvert. Et il sortait d'un univers conventuel où on lui avait mis entre les mains l'accès à une connaissance sans rivage. Puis après, il va tomber dans l'action jusqu'à devenir une sorte de prêtre ouvrier, à certaines manières. Voilà. Alors, donc, il fait ça pendant des années, jusqu'en 1958-59. La dominante de Desroches, c'est effectivement le champ des associationnismes coopératifs, etc. Puis, en 59-60, grand coup de tonnerre dans la planète, la décolonisation. Et tu en parlais tout à l'heure. Bon, et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et Desroches se voit propulsé dans un champ nouveau où il va pouvoir effectivement tester, instrumenter, équiper ses manières de faire, de comprendre dans ce champ-là. Et il est sollicité pour ça. Et alors là, il rencontre 4 personnages principaux. Le premier, qui tenait d'ailleurs aux origines de son entrée dans la vie adulte, c'est Lebray. Qu'est-ce qu'il va apprendre auprès de Lebray ? Il va apprendre auprès de Lebray, disons, l'importance de la globalité, de faire sauter les frontières. Lebray fait sauter la frontière entre l'économie et l'humanisme. Et Desroches entre complètement dans ce jeu-là. Et ils vont expérimenter dans ce champ-là. Ils vont aller ensemble, mais Desroches en première ligne, travailler avec Barbu Mermoz à Bois-Mondo,
une expérience autogestionnaire, on fait sauter une frontière entre le salariat, le patronat, etc. Bon. Et puis, donc, alors, à partir de là, maintenant, 1959-60, le Bray fait que Desroches est convié au Sénégal, en Afrique. C'est la première fois qu'il change d'univers culturel d'une façon forte. Puis là, moi, je suis sur le tarmac, à la passerelle, quand M. Desroches descend de l'avion. Et puis, on commence à causer. On fait connaissance à ce moment-là. Faire connaissance au sens fort du terme. Et donc, on raconte, on a beaucoup à se dire. Et puis, il y a le Bray qui est arrivé peu de temps avant, qui avait déjà commencé à travailler au Sénégal. Et c'est par le Bray que Desroches est venu au Sénégal. On se retrouve à la Fraternité Saint-Dominique, là où le Bray descendait. Puis les Dominicains organisent une bouffe un dimanche midi, peu après l'arrivée de Desroches. Puis depuis l'éjection, non sans violence, de Desroches de l'ordre des Dominicains, je dirais que ses relations avec le Bray étaient quasiment clandestines. Elles restaient fortes, mais un peu clandestines. Et alors, je me souviendrai toujours de ce dimanche midi où on attendait Desroches. Il y avait le Bray, il y avait les centres de la Fondation Saint-Dominique, puis j'étais là. Et puis, on voit arriver Desroches. Puis il y avait le Bray qui était là. On dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est un kairos. Et on voit Desroches qui s'avance vers le Bray. Le Bray est manifestement très ému. Et Desroches dit simplement deux mots. Il lui dit « Hello, capitaine ». Et puis après, ça y est, on était en plein dans le travail. Alors, à partir de là, effectivement, donc Desroches se trouvait engagé dans le champ de la décolonisation, qui était un champ de forte mutation du système. Et là, il était comme un poisson dans l'eau. Mais il avait quelque chose qui était beaucoup plus vaste encore que celui des coopérativismes. Et d'ailleurs, il ne reniait pas les coopérativismes, mais il allait acclimater tout son savoir coopératif et associatif à l'intérieur de ce champ-là. Et alors, effectivement, là, il trouve un autre personnage important, qui est Mamadou Dia, le chef du gouvernement sénégalais, qui est, disons, un démocrate ancré dans sa culture, et puis d'une culture tout à fait différente de Desroches. Il est africain, il est musulman. Et puis il réfléchit, puis très rapidement, ces deux hommes trouvent, comme le Bray avait trouvé avec Dia, des affinités électives profondes. Ils arrivent à trouver un langage commun. Et là, Desroches se sent tout à fait mandaté, commandité, pour vraiment être un acteur important de ce que cette ambition que Dia portait comme chef du gouvernement sénégalais, c'est-à-dire comment créer ou faire apparaître des citoyens à partir de sujets coloniaux. Par quel accouchement, par quelle maïeutique on peut transformer un sujet colonial en citoyen d'un pays libre et indépendant. Et ça, c'est le nouveau défi. Alors pour ça, effectivement, disons, là, la recherche-action est sommée d'apporter des réponses. Et là, il y a en place une expérimentation qui avait commencé de germer avec l'IRAM au Maroc, notamment, avec en arrière-plan l'abbé Pierre, d'ailleurs, qui était aussi un des comparses de tout ça. Bon. Et puis, cette animation rurale sénégalaise, là, effectivement, c'est un champ privilégié pour la recherche-action. Parce que les paysans vont devenir acteurs de leur propre développement. Et puis, pour une fois, leur langage, leur discours va être un discours pour eux, par eux. Et pas seulement pour eux, mais par eux. Et alors, effectivement, là, disons, il y a ce champ des animations participatives là, va devenir un champ prioritaire pour Desroches pendant plusieurs années. Et il va accompagner toutes les expériences de ce type-là dans différents pays, au Sénégal d'abord, après ça au Niger, après ça à Madagascar, etc. Et aussi en Algérie. Enfin, on pourrait dire, là, j'ai pas le temps, mais il y a des choses passionnantes qui se sont passées avec Desroches en Algérie à ce moment-là. Et puis en 1965, donc quelques années après, il y a une sorte de meeting comme aujourd'hui. On se retrouve à Paris avec des
des délégués de toutes ces expériences-là autour de Desroches. Puis on réfléchit ensemble sur qu'est-ce que ça veut dire la recherche-action comme outil de changement social. Et de changement social, disons, accouchant, j'emploie le mot d'une manière qui n'est pas anodine, accouchant d'un homme nouveau, d'une femme nouvelle, d'un être humain nouveau, pas dans ce champ-là. Et là, on entend le discours des médiateurs que sont les responsables de ces différentes opérations. Il y a un Malgache, il y a un Sénégalais, il y a un Nigérien, il y a un Algérien. Ils causent entre eux, ils racontent, et puis Desroches aussi écoute, et puis on s'entre-raconte tout ce qu'on a à se dire. Et là, alors, on arrive effectivement à une vision qui pourrait être, d'une certaine manière, une théorie praxéologique du développement. Et c'est pas moi qui ai trouvé ce mot-là. Vous devenez qui? Et alors, effectivement, cette théorie praxéologique du développement, là, Desroches nous aide à la mettre en forme. Et on dit effectivement le développement, c'est un moteur à 4 temps. Un moteur à 4 temps parce qu'effectivement, d'abord, il y a des acteurs qui sont sur leur terrain, qui sont dans leur environnement socio-culturel. Et c'est à partir de là qu'il faut effectivement les rejoindre. Et puis, il faut voir quelle prise de conscience ils ont. Et là, nouvel acteur, Paulo Freire. Et j'étais là à la première rencontre entre Desroches et Paulo Freire. Et Desroches se sent comme vraiment en fraternité profonde avec Paulo Freire. Et alors, effectivement, je pourrais vous raconter plein de trucs, on n'a pas le temps, mais des choses tout à fait passionnantes sur qu'est-ce que c'est que la conscientisation. Si quand même, en 2 mots, moi, je racontais aussi des fables. On adorait parler par fables interposées entre Desroches et moi. La fable du tigre et du baron. Il y avait un baron qui s'appelait le baron de Munchausen ou quelque chose comme ça, mais bon, une autre sauce. Et puis, il avait, dans une magnifique chambre à coucher, il avait une très belle armoire à glace, il avait un lit somptueux, puis surtout une descente de lit extraordinaire. C'était un tigre. Mais ce n'était pas une peau de tigre, c'était un tigre vivant. Et tous les soirs, en allant se coucher, le baron mettait le pied sur le dos du tigre et puis il dormait tranquillement. Et puis le tigre ne faisait rien. Alors la question qui était posée, c'est pourquoi? Eh bien, le pourquoi est absolument capital, y compris pour la recherche-action. Le baron avait pris la précaution de se munir d'une armoire à glace avec une glace rapetissante. Et quand le tigre se regardait dans la glace, il se voyait à la taille d'un chat. Et voilà pourquoi le tigre n'a jamais mangé le baron. Et on se disait avec Paulo Freire et avec Desroches, nous, on est du parti du tigre. Et il faut donc casser des armoires à glace. Et alors, la recherche-action, ça consistait à casser des armoires à glace à travers l'animation, etc. Et on arrivait dans, alors je disais, 4 temps. Premier temps, prise de conscience, vraiment, à l'intérieur du vécu. Bon, le tigre, à partir du moment où il n'a plus cette armoire à glace, il a une vision de la pièce où il est, qui change les choses. Il voit tout à sa place. Donc les paysans qui sont dans une chambre à coucher coloniale, il faut qu'ils puissent en identifier les différentes composantes avec des yeux neufs. Et ça va être le boulot de l'animation, et donc du premier temps de la recherche-action. Et puis à partir de là, deuxième temps de la recherche-action, alors effectivement, ils peuvent concevoir des changements nécessaires pour récupérer, mener leur projet. Tu disais tout à l'heure, le développement, le changement est vraiment capital dans les enjeux de la recherche-action. Mais il y a des organisations sociales en place. Donc il faut trouver une structure. Il faut s'attaquer à une structure. Donc il va y avoir une structuration participative qui va être mise en place à partir de la prise de conscience. Et là, on va retrouver beaucoup les coopératives et tout ça. Mais une fois qu'on a la vision, qu'on a identifié la structure, il faut créer des compétences qui permettent de la faire fonctionner. Et là, on arrive à la formation, mais la formation à la recherche-action. Et c'est seulement après avoir parcouru ces 3 temps-là qu'on va pouvoir alors actionner des projets. Effectivement, passer, disons, de l'intention à la réalité. Et puis, on va se trouver un cran au-dessus du point de départ. Et puis, à partir de là, on va recommencer le processus. On doit chaque fois tourner le moteur à 4 temps. Percevoir le projet,
dans le champ socioculturel, traiter la structure, actualiser la formation et choisir la compétence qu'il faut. Et c'est ce que nous appelions à l'époque, dans cette session de 1965, la spirale du développement. Le développement, comme beaucoup des astres, c'est des nébuleuses spirales. Ça marche comme ça. Alors bon, voilà. Mais je crois que je ne peux pas vous en dire plus. On pourrait en parler encore beaucoup plus. Il y a quand même... Alors, je vous ai parlé de trois personnages. Mamadou Dia, Lebray et Paulo Freire. Il y en a un quatrième. Alors lui, ce n'est pas un personnage, c'est un fantôme. Il s'appelle Karl Marx. Et puis, avec son associé Lénine. Et Desroches fréquente beaucoup Karl Marx et Lénine. Et alors Desroches continue à réfléchir sur Karl Marx et Lénine parce que eux, ils apportaient quand même, disons, la conscience de l'inégalité et de l'exploitation. Et alors Desroches devient un marxologue très puissant. Il travaille beaucoup avec Maximilien Rubel. Et alors il m'enseigne, moi aussi. J'ai appris Marx par Desroches. Et il me sort des papiers de Marx-Lénine passionnants, en particulier dans les lettres de Lénine. Il y a une lettre où Lénine dit « Nous avons accompli l'essentiel de la révolution et il reste le plus essentiel encore, c'est la révolution culturelle. » Lénine écrit pour la première fois le mot de révolution culturelle. Mais à la différence de Mao Tse-tung, Lénine indique un champ sur lequel il n'a pas pu expérimenter, il ne sait pas. Et il est mort avant tout ça. Et Desroches disait Lénine est mort trop tôt, bien sûr. Mais Marx n'est pas allé assez loin et Lénine est mort trop tôt. Voilà donc un diagnostic sur le marxisme-léninisme qui n'est pas sans intérêt. Voilà donc tout ça. Bon, mais je vais m'arrêter là. Mais avant de m'arrêter, je vais vous dire quand même deux choses. C'est que deux choses très rapides. Desroches découvre la réalité africaine. Et puis il découvre des gens qui ont réfléchi et qui ont des paradigmes sur lesquels ils s'appuient pour gérer leur société. Et puis alors on se dit, mais ces paradigmes-là de la théorisation praxéologique africaine, c'est les proverbes. Or, nous sommes une société sans proverbes. On nous a évacué tous les proverbes. Or, les proverbes, c'était ça. C'était des paradigmes populaires servant de référence à l'éducation populaire. Et alors, en explorant les proverbes, moi, je m'y suis lancé beaucoup. J'ai fait beaucoup de travaux là-dessus. J'ai publié aussi là-dessus. Mais on pouvait ressortir des proverbes toute une série de points d'appui pédagogiques au travail de l'animation. On l'a beaucoup utilisé dans des animations rurales et tout ça. Et alors, je vais vous en citer deux seulement. Mais, à mon avis, qui sont tout à fait importants et qui nous renvoient à des questions qu'on a soulevées depuis ce matin. Finalement, dans la recherche-action, une des choses qui est tout à fait importante, c'est, disons, de considérer l'autre comme un égal potentiel de soi-même. Donc, il y a vraiment un enjeu démocratique là. Et il y a un proverbe Peul qui dit « Un pigeon qui marche devant deux pigeons. Un pigeon qui marche entre deux pigeons. Un pigeon qui marche derrière deux pigeons. C'est toujours trois pigeons. » C'est une belle définition de la démocratie. Et alors, effectivement, dans ce circuit-là, alors maintenant, je veux dire la définition de la recherche-action par les proverbes. Je vais rester dans le monde Peul, puisque j'ai commencé. Et il y a un proverbe Peul qui dit « La réflexion de ceux qui taillent un collier à mettre au cou du lion ne va jamais aussi loin que la réflexion de ceux qui l'attacheront. » Merci de votre attention. Je pense qu'on peut passer aux questions, peut-être, non? On se donne combien de temps, Christophe? Écoute, Pascal et Jean-François doivent partir dans 10 minutes, donc si vous avez des questions plus particulières pour Pascal ou Jean-François, profitez-en, dans 10 minutes, ce sera trop tard, voilà, et puis on peut prendre encore un quart d'heure. Je
sens que vous allez être libéré. C'est-à-dire qu'après Roland, c'est pas facile de passer. Je m'excuse, hein, je suis navré. Donc, il y a des questions à la table. Allons-y. Bon, c'est une question à Roland. Je ne sais pas si c'est bien le moment, mais cette histoire avec Mamadou Dia, quand même, ça aurait été intéressant que tu la prolonges un peu, là. Non ? C'est trop difficile. Trop d'enjeux. C'est pas trop difficile, mais ceux que ça intéresse, je leur conseille de mettre le nez dans mon bouquin Sénégal, notre pirogue, édition Présence africaine, où j'ai raconté tout en détail. Voilà. C'est très... Moi, j'en ai une autre question, peut-être plus... je ne sais pas si elle est plus facile, parce que je vous entendais là sur le final, sur les proverbes, et moi, il y a un autre penseur, alors qui est plus ancien, je pense que... quoique... Et enfin, ils ont été contemporains à un moment, c'est Marcel Jousse. Oui. Et voilà une question, est-ce qu'ils se sont rencontrés? Parce que là, il y a chez Marcel Jousse une anthropologie de la pensée par l'action mimétisée, et qui pourrait avoir des liens avec la pensée des Roches. Oui. Et avec mais votre, ça, j'ai pas eu d'écho précis de ça. Hein. Qui a travaillé les proverbes. Et, oui. Bon, je sais que sur le domaine de l'action, Desroches avait commencé par Blondel et tout ça, quoi. Bien sûr. Ça, Blondel. Mais disons. Mais en même temps, la question des proverbes le ravissait parce que il y voyait une sorte de romantisme utilitaire. Un romantisme, disons, productif. Et il disait, toute entreprise politique ou humaine qui perd son romantisme, c'est-à-dire sa capacité de rêver, elle risque de finir dans le sable. Et alors que là, il entretenait une fertilité de ces hypothèses. Une hypothèse doit être fertile. Autre question ? Qui ne part pas de la table, mais de la salle. Moi, je pourrais simplement vous raconter, et là descendre des sphères élevées de Roland Collin au ras des pâquerettes, ma rencontre avec Desroches. Donc, j'étais chargé de mission en Nouvelle-Calédonie. Et dans les années 71-72, ma mission, c'était créer des passerelles avec le monde kanak, sous le couvert de m'occuper de la formation des animateurs de jeunesse. Mais on m'avait dit la priorité, c'est qu'il faut faire des passerelles avec le monde kanak, car on n'a aucun contact avec ces gens-là. Ça venait directement du Haut-Commissariat. Hein. Et donc, moi, je voulais aussi reprendre des études parce que je n'ai pas, entre 15 et 20 ans, erré comme Pascal, mais j'ai appris le métier de compositeur typographe. Dans ma famille, on était tous imprimeurs de génération en génération. Donc moi, il fallait que je sois compositeur typographe. Donc j'avais appris ce métier, puis par le hasard d'un certain nombre de rencontres, j'ai fait autre chose. Et entre autres, je suis devenu chargé de mission en Nouvelle-Calédonie. Et j'avais décidé de reprendre des études pour essayer de comprendre ce que je faisais. Parce que je me trouvais devant des murs et puis des fossés, des obstacles auxquels je ne comprenais pas grand-chose et que n'arrivais pas à passer les projets que je proposais ou qui les passaient mal. Et j'avais demandé à un professeur d'université de bien vouloir me prendre, malgré mon départ à 20 000 km. Puis quand je suis venu à Paris pour essayer de trouver du fric pour un autre festival kanak, je lui ai téléphoné et ça le gênait beaucoup d'avoir un étudiant un peu hors norme, âgé et puis si lointain. Mais je vais vous donner un numéro de téléphone. Donc il me donne le téléphone de Desroches, j'appelle. Et Desroches me donne rendez-vous pour le lendemain. J'y vais. Et là, je suis... C'est un des moments décisifs dont parle Pascal. C'est peut-être le moment décisif de ma vie. Hein. Desroches ne me demande pas mes diplômes. Il me dit d'où tu viens.
qu'est-ce que tu as fait? Alors moi, j'essaye de lui raconter mon histoire kanak et ce que je faisais avec les Mélanésiens, le centre de formation d'animateurs de jeunesse, et puis ce qu'on faisait dans les tribus, etc. Et il me dit, non, mais depuis ton enfance, il faut commencer tôt, quoi. Hein. Donc, je raconte ma vie chez les scouts, entre autres, mes remarquables exploits scolaires. Et puis, j'en arrive où j'en suis là. Et la réponse de Desroches, c'est la première leçon que je reçois comme formateur d'adultes. Il me dit, nous sommes faits pour toi. Voilà. Bon, très bien. Alors, devant moi s'ouvre évidemment un horizon que je n'aurais pas imaginé. Il ajoute, eh bien, il faut que tu viennes en novembre prochain pour l'ouverture de la session, et puis tu resteras 1 an, puis après tu repartiras. Et là, patatras, évidemment, toutes mes belles illusions s'envolent, car Janine et moi, on a 5 enfants, il faut bien les nourrir. Et puis, la mission que j'avais commencée me tenait à cœur, et je n'avais pas du tout envie de l'abandonner pendant 1 an. Et j'explique ça à Desroches très clair. Et il me dit, non, mais tu viens le 6 novembre. Puis tu restes le temps qu'il peut. Hein. Tu prendras des livres, tu prendras les revues, tu prendras tout ce que tu auras besoin, puis tu repartiras sur le terrain. C'est ça qui est important. Hein. Bon. Donc, je suis deuxième leçon, la personnalisation dans l'écoute, hein, l'adaptation à son interlocuteur, et puis la transgression, puisqu'il transgresse sa propre règle de faire venir les gens pendant 1 an pour démarrer les études. Donc je suis venu, j'ai rempli des malles, puis je suis reparti sur le terrain travailler. J'ai mis du temps à m'y mettre. Alors, j'ai mis du temps, j'ai beaucoup observé, beaucoup écrit, mais j'ai mis du temps à analyser. J'ai mis 3 ans parce qu'il me manquait le suivi, il me manquait le contact avec un groupe. Alors, une autre leçon qui s'est glissée entre deux quand je suis venu au mois de novembre, c'est le choix de mon travail. Moi, je voulais travailler sur le projet. Et parce que j'avais expérimenté ça avec les adolescents pendant une bonne dizaine d'années. Et je trouvais très intéressant cette idée du groupe qui crée son projet, etc., etc. Bon, vous connaissez le projet mieux que moi. Desroches me dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je m'occupe des Kanaks, j'essaye de faire... il dit, tu t'occupes du changement des Kanaks en Nouvelle-Calédonie? C'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Hein. C'est ta pratique qui compte. C'est pas... Plus tard, le projet, on reverra ça plus tard. Effectivement, on l'a revu au moment de ma thèse. Et pour moi, ça a été une leçon importante, c'est que le travail que proposait l'étudiant, et alors après, quand moi je suis devenu directeur des études, puis directeur du collège, puis après à Paris 3 au master, chaque fois que j'ai eu des étudiants qui me proposaient des choses très générales sur l'égalité, la liberté, la fraternité, etc., n'est-ce pas? Je disais, mais en ce moment, tu fais quoi? Ça a été ma leçon très, 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 très importante. Moi, j'ai réfléchi à partir de là à la question qui était posée sur l'utopie, et puis je me suis plongé un peu sur toutes les propositions qui étaient faites aujourd'hui en informatique. Nous sommes tous avec une encyclopédie à portée de clavier. Il suffit d'appuyer, mettre un mot et on a tout ce qu'on veut. En plus de ça, aujourd'hui, avec les réseaux, se créent des communautés apprenantes où les gens peuvent mutualiser ce qu'ils découvrent, etc., etc. Je reste cependant convaincu que le contact qu'on crée, et beaucoup en ont parlé, entre autres Pascal, le contact qu'on crée par l'atelier et le travail qu'on crée en groupe est extrêmement important lorsqu'il s'agit du changement d'attitude, du changement de comportement, du changement des croyances, n'est-ce pas ? Et de tout ce qui touche à la subjectivité et à l'affectif. Et ça, je pense qu'il n'y a aucun contact informatif, actuellement en tout cas, qui pourra nous donner ça. C'est un peu le défi qu'on a devant nous, de continuer à tenir très fort ce relationnel entre le formateur et l'apprenant. Voilà. S'il y a des questions, profitez-en. On va libérer Pascal et Jean-François en les remerciant.
Merci. En tout cas, juste, on échangeait là. Juste merci. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Vraiment beaucoup appris. J'espère qu'on va se revoir. Parce que Drapery, en me disant au revoir, me dit « T'as oublié de dire que le 6 novembre 1974, on était l'un en face de l'autre à notre première session chez Desroches. » Et t'as oublié de dire que j'y étais aussi. T'étais aussi? Ah oui. Ben, alors, c'est le club des anciens. Je rends la parole à Christophe, peut-être, pour la fin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques de personnes. Je vais prendre le micro. Voilà, est-ce que vous avez des... Ah, parfait, Dominique. Oui, voilà. Je ne sais pas si c'est tout à fait une question ou une remarque. J'ai été surprise, Madame Betton, des défis que vous avez présentés concernant la formation de formateurs. Parce que moi, j'avais l'impression que je retrouvais le livre de Marcel Laine sur pratique pédagogique et formation d'adultes, qui est de 77. Donc pour moi, dans l'approche que vous avez développée, je ne vois pas de relève de l'utopie. Alors, je me suis demandé si le système du CNAM était à ce point, comment dirais-je, coercitif pour vous empêcher de former des formateurs à développer des flexibilités pédagogiques d'intervention différentes. Voilà. Je ne pense pas avoir dit que le système du CNAM était coercitif. J'ai allumé, hein. Ah oui. Oui, mais peut-être que... Donc non, le système du CNAM n'est pas à ce point coercitif pour m'empêcher de développer des flexibilités pédagogiques. Donc je fais à peu près ce que je veux pendant ce temps que j'ai avec mes apprenants. Mais par contre, eux sont dans ce système assez contraint dans l'effectuation de leur formation. Et ce que, effectivement, alors Marcel Laine, oui, bien sûr, je puise largement dans cette source. Mais précisément, tout ce qu'il a pu penser, dire sur la nécessité que le formateur ait sa propre théorie d'action et qu'il développe ses propres références et ressources, je ne crois pas aujourd'hui que la formation de formateur aille beaucoup de ce côté-là. C'est-à-dire si on prend... Et à la limite, moi, c'est ce que précisément j'essaye de faire, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose d'extrêmement répandu. Donc je ne sais pas en quel sens vous disiez, oui, pour moi, c'est une utopie à maintenir, à préserver et à continuer à développer, parce que je crois elle peut être en passe d'être éventuellement transformée par d'autres pratiques de formation de formateurs qu'on peut trouver dans des organismes de formation autres que le CNAM, où c'est essentiellement un outillage pédagogique et pas forcément une réflexion sur la dimension critique de la pédagogie. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Des stratégies alternatives en termes d'éducation qui passeraient justement par cette base de formation de formateurs. Moi, je trouve déjà que ce que je fais est assez audacieux, si je peux me permettre, par rapport à ce que je comprends de ce qu'ils comprennent et de ce qu'ils attendent. C'est-à-dire que déjà, je les embête un petit peu par rapport aux attentes qu'ils peuvent avoir. Et pour le coup, d'ailleurs, je ne suis pas seule, l'ensemble des collègues, que ce soit en ingénierie de formation ou sur d'autres aspects, souvent, ce qui nous est renvoyé par les apprenants, les auditeurs, comme on les appelle au CNAM, c'est souvent ils nous disent « c'est bien beau ce que vous nous racontez, mais nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on ne peut pas aller faire une analyse du travail pendant 6 mois quand on nous demande un travail d'ingénierie de formation avant de répondre à l'appel d'offres. On n'a pas le temps, on n'est pas financé pour ça. Nous, c'est bien gentil, mais vous nous dites que pour former, il faut du temps, il faut de la distance, il faut de la réflexivité, mais on nous demande de former des ingénieurs de formation en 3 jours. Donc, en fait, souvent, ils nous renvoient qu'on est vraiment extrêmement utopique.
et que ce serait pas mal de prendre en compte les contraintes dans lesquelles ils se trouvent. Donc en fait, moi, mon travail, et ce que j'ai essayé un petit peu de dire, c'est de prendre en compte leur réalité. On ne peut pas non plus... Enfin, je trouve que c'est vraiment une question d'honnêteté. On ne peut pas faire fi de ça et dire non, mais tout ça, c'est n'importe quoi. Nous, on va vous apprendre ce que c'est que la vraie formation. Dire ça, c'est d'abord les mettre, eux, dans une position très inconfortable et sur le plan personnel, très inconfortable aussi sur le plan du travail, puisque de fait, ils doivent répondre et puis ils doivent manger. Enfin, c'est-à-dire que des fois, c'est des questions pour les formateurs indépendants. Ils ne peuvent pas s'amuser à refuser tous les commanditaires qui viennent à eux en leur disant « Non, mais ce que vous demandez, là, c'est pas vraiment de la formation, donc non, j'y réponds pas, parce qu'ils sont obligés. » Donc, pour moi, c'est aussi être un peu sérieux que d'entendre, enfin, de prendre au sérieux leur situation et leurs demandes, tout en essayant de travailler avec ça et de la faire évoluer pour qu'ils puissent, eux, se ressourcer ou avoir de la distance ou éventuellement être capables parfois de dire non quand même, ou en tout cas d'outiller leur pratique pour qu'ils puissent au moins savoir pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi des fois ils refusent, pourquoi des fois ils font autrement, pourquoi ils font évoluer les demandes qui leur sont faites. Voilà, mais c'est une position, effectivement, qui peut paraître pas très audacieuse, mais qui, enfin, je pense... tient compte de la réalité aussi. Et de mon point de vue, ça reste assez utopique, en fait. Voilà, mais bon. Oui, une question. Rapidement, donc, sous forme d'un témoignage et puis surtout d'un vœu, en fait, que je voudrais exprimer. Personnellement, ça fait une trentaine d'années que je roule ma bosse dans le milieu associatif, dans des formes assez rudimentaires. Hein. Je n'ai pas cherché à faire carrière, entre guillemets, dans des gros réseaux très institutionnalisés, parce que ça ne m'intéressait pas. C'était un véritable choix pour moi. Par contre, j'ai participé à pas mal d'instances. Je pense au Conseil national de la jeunesse et de l'éducation populaire, le CNEPJ, qui est un astre mort, voilà, où il y a plein de monde autour de la table, y compris le MEDEF, les syndicats, etc. Mais personne ne travaille. Il ne se passe rien. C'est une chambre d'enregistrement. Enfin, c'est lamentable. J'ai aussi beaucoup participé à des assemblées générales du Comité national des associations de jeunesse et d'éducation populaire, mais j'ai quasiment jamais entendu parler de la recherche-action et encore moins de la recherche-action collective. Et donc je voudrais exprimer ici un vœu. Est-il possible que tous ceux qui sont engagés dans la recherche-action et la recherche-action collective, avec tout l'héritage que vous avez évoqué ici, les uns les autres, avec des témoignages qui sont très forts, des paroles qui sont très fortes, un sens qui est très fort, exprimer le vœu pour que tout ce monde-là arrive à faire un minimum de communication vers les acteurs, parce que quand on est engagé sur le terrain, notamment à travers le milieu associatif et notamment l'éducation populaire, alors je ne parle pas du label éducation populaire, mais l'éducation populaire vivante, hein, dans la pratique de terrain, et vous avez des gens qui ont vraiment ça aux tripes, qui mettent toute leur force, toute leur énergie, mais qui sont sans arrêt confrontés à des blocages, notamment côté administration, l'aspect très technocratique dans lequel on nous enferme, donc on veut nous bureaucratiser, et du coup après on s'éloigne du terrain, etc. Et donc on aurait besoin, c'est le vœu que je voudrais exprimer, on aurait besoin d'un minimum d'informations, en fait, une petite plaquette, je ne sais pas, quelque chose, un petit outil de communication qui peut aussi passer un peu par Internet, si Internet permet la rencontre ensuite avec des groupes, justement, où il peut y avoir des échanges, de façon à ce qu'on perde moins de temps. Moi, du coup, d'une certaine façon, j'ai découvert le collège coopératif depuis 5-6 ans, et encore sur Paris, en grande difficulté. Donc, on perd un temps fou, alors qu'on a une ressource qui est présente et qui est prête à être mobilisée. Il y a une chose que je n'ai pas dite dans le secours populaire, c'est un des obstacles que j'ai rencontrés, qui répond un peu à la question, enfin, au témoignage de monsieur. Ce n'est pas un hasard qu'on ne parle pas de la recherche-action. C'est que les chefs, ils ont peur de la recherche-action. On est dans une relation dominant-dominé, on est dans une relation maître-élève, et la recherche-action, c'est pas commode. Parce que la recherche-action, c'est une relation, comme le disait Roland tout à l'heure, où on casse le miroir et le tigre, il est à sa grandeur, donc à sa grandeur réelle. Donc les gens sont dans une situation où ils sont dans une situation d'égalité d'échange. Et ils n'en veulent pas. Et ils n'en veulent pas. Ça ne les arrange pas qu'il y ait des gens qui pensent. Je suis extrêmement dur là-dessus parce que j'en ai fait l'expérience un certain nombre de fois. La recherche-action rencontre là sont
son aporie, son limite, sa limite. Hein. Et je l'ai vu en particulier en Nouvelle-Calédonie, avec le recours à la culture dans le changement des Kanaks. À partir du moment où un projet devenait le projet des groupes Kanaks, il fallait que ce projet meure, parce qu'il fallait que ce projet s'arrête, parce qu'il commençait à devenir dangereux pour le statu quo. Et bien, si vous vous interrogez ici en Europe, quel est le statu quo? Le statu quo, c'est celui du pouvoir. Et s'il y a des gens qui reprennent l'empowerment, au lieu de comprendre que finalement, lorsqu'on a en face de soi des gens qui ont un certain pouvoir, ils vont être une aide pour le progrès, pour l'amélioration, on se dit, oh là là, oui, mais moi, je ne serai plus chef, je ne serai plus le patron. Et je mets en cause l'institutionnalisation, je mets en cause l'institution. Je ne sais pas si je suis clair, là. Philippe, c'est pas un hasard hein, qu'on ne trouve pas la recherche-action là où vous avez dit. Ça ne m'étonne pas du tout. Philippe, tu me permets d'ajouter une petite réflexion. Je pense qu'il y a un texte très fondamental de Desroches qui mérite d'être beaucoup mieux connu, beaucoup mieux diffusé et qui recouvre beaucoup de problèmes ou de questions qui ont été soulevées aujourd'hui. C'est un article paru dans les archives de sciences sociales de la coopération, numéro 59, janvier-février 82, et qui s'intitule Les auteurs et les acteurs, la recherche coopérative comme recherche-action. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et alors, je voudrais vous citer simplement une phrase de cet article terminal qui, à mon avis, est tout à fait prophétique et qui répond un peu aux questions qu'on s'est posées maintenant. Desroches écrit « Au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, un risque social assez catastrophique est encouru. L'absence, l'obsolescence, la récession, l'évanescence de ce que les classiques ont nommé la société civile. Entre l'anomie ou la torpeur des quotidiennetés privées, d'une part, et d'autre part, le triple concasseur des centralisations étatiques, des capitalisations économiques et des satellisations technologiques, les sociétés un peu partout en viennent à manquer de cet oxygène qui ne se respire seulement dans l'espace social d'une société civile, son droit social, son économie sociale, ses socialisations volontaires, propices à des créativités volontaires et solidaires. » Fin de citation. Oui, Franck. Excusez-moi, je me permets encore une question. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, Madame Beton, pour vous dire que je ressens le même sentiment que vous, étant aussi active et engagée dans la formation d'adultes, notamment dans le cadre du DEPS. Et c'est vrai que, comme pour vous, c'est une bouffée pour moi d'être là aujourd'hui avec des gens qui pensent la même chose, qui m'enrichissent. Et je vous remercie tous pour ce que vous avez présenté. Et la question que je me pose aussi, parce que c'est vrai que c'est une réflexion de se dire comment continuer de faire vivre cette pensée de Desroches dans un monde de la formation qui malheureusement n'est pas très propice, ne se veut pas propice à cette pensée. Et c'est vrai que le terme de Michel de Certeau de braconnage m'a venu à l'esprit en vous entendant. Et aussi de se dire, mais comment peut-être à travers, dans l'évaluation, il y a une question sur la suite, peut-être, se dire comment est-ce qu'un réseau comme le Repéra ou la revue Éducation permanente, que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire, peut être aussi une manière d'agir, enfin de penser ensemble ces différents braconnages pour continuer, que ça soit, on voit combien c'est dur de continuer de faire vivre le DEPS, je l'expérimente chaque année lorsqu'il s'agit d'essayer de vendre malheureusement cette formation à des gens qui ne voient pas toujours pourquoi la continuer de la faire vivre, et aussi peut-être hors du DEPS, dans d'autres formations d'adultes, comment est-ce qu'on peut continuer de faire vivre ce qu'a prôné, notamment à travers les ateliers coopératifs et d'autres outils développés par Desroches, comment continuer de leur donner vie pour pas que ça s'éteigne. Et je me dis, comment est-ce qu'on pourrait, à travers des gens convaincus, continuer de penser ensemble, parce que je trouve que le sentiment de solitude, en tout cas pour moi, pour nous, il est assez présent. Donc je vous remercie. Christophe, je peux juste... Bon.
Oui, alors je suis très sensible à ce que Philippe vient d'évoquer. Je crois que dans la vision aussi que développait Henri Laborie, il développait tous ces mécanismes dominant, et c'était un des plus engagés à l'époque et qui a été très isolé. Et je crois que dans sa posture, il y a quelque chose, moi, qui m'a plu et que je trouve aussi dans certains militants aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas dans une logique de combat. Ils ne vont pas lutter contre un système. Ils sont là simplement, c'est un peu ce que je vis moi dans mon quotidien, hein, dans une grosse institution très médiatisée et tout. Comme je dis toujours, je ne suis pas là pour convaincre. Je suis là pour amener autour de moi les gens convaincus de ce que l'on fait et comment on va le faire. Après, je pense que c'est un principe de masse critique. Le principe de la masse critique, c'est un principe qui est issu de la fusion nucléaire. C'est-à-dire quand un petit groupe d'atomes, toujours la même proportion, se met en fusion, il déclenche une réaction en chaîne. Donc je pense que quand il y a un nombre suffisant d'acteurs qui se mettent en fusion, qui sont convaincus, c'est beaucoup plus puissant que l'inertie. Et donc il faut être dans cette vision-là, parce que sinon on est dans l'épuisement, et puis le système est un système qui nous amène aussi à être dans l'épuisement. Donc il faut, à mon sens, pour retrouver de l'énergie, des événements comme aujourd'hui sont des événements qui favorisent la réunion, l'intériorisation, le fait de moins se sentir esselé et d'avoir une vision partagée. Et après, quand tous ceux qui ne sont pas convaincus, c'est pas grave pour le moment, c'est pas le problème. Voilà. Faites bien attention parce que les acteurs vieillissent aussi. Oui. Oui, je voulais en fait peut-être faire un commentaire. Je voulais vous remercier. En fait, je suis content d'être resté jusqu'au bout pour avoir eu des propos qui marquaient les limites épistémologiques, praxéologiques, méthodologiques de la recherche-action dans un contexte socio-économico-politico qui est le nôtre aujourd'hui, globalisé, j'en passe et des meilleurs. Enfin, vous voyez, vous connaissez la chanson. Je remercie Emmanuel Béton d'avoir déjà marqué le premier pas par rapport à l'institution qu'est le CNAM et comme book qui est à l'image de beaucoup d'autres institutions que Christophe Dejour, basant sa pensée sur Hannah Arendt, aurait pu qualifier de concentrationnaire. Pour y avoir été, il sait de quoi il parle, au CNAM. Et en tout cas, je tiens à remercier Philippe Missotte d'avoir marqué le point, vraiment. Clairement, très clairement. Vous demandez si c'était clair. Oui, pour moi, ça a été très clair et je vous remercie parce que ça m'a fait du bien de l'entendre. Et puis, la citation que Roland Collin a apportée. Effectivement, j'ai pratiqué là pendant à peu près 18 ans le conseil et l'intervention en indépendant. Et depuis 3-4 ans, de façon complètement indépendante, effectivement, je suis dans un essai de recherche-action sur des terrains divers et variés, que ce soit dans le CAC 40 ou sur du territoire ou de l'associatif. C'était pas tant ça le sujet, mais en tout cas, c'est intéressant quand même de voir que vous avez posé là des limites. Et je me suis dit que finalement, c'est peut-être pas tant la pensée d'Henri Desroches qu'il est intéressant de partager, que de se demander combien il y a d'Henri Desroches dans la salle et d'essayer de relier les Henri Desroches les uns aux autres, c'est-à-dire des personnes qui pensent par elles-mêmes. Voilà, écoutez, non pas pour conclure, mais pour prolonger ce que vous venez de dire, la création du réseau Repera s'est faite il y a 8 ans, et parce qu'Hélène et moi, nous nous sommes posé la question de la continuité et de la transmission de la pensée de Desroches. Et il se trouve que Desroches vivait encore quand j'ai commencé mon DEPS à Paris 3, et je n'ai jamais eu la possibilité de le rencontrer alors que j'ai été le directeur de mémoire de son petit-fils quand lui-même a fait son master. Tout ça pour dire que voilà, nous ne sommes pas des aficionados d'Henri Desroches, mais que je continue à épuiser des éléments de réflexion et une nourriture. Et si nous avons créé ce réseau, c'est d'une part pour assurer aussi une forme de transmission,
Hein, c'est-à-dire que pour se dire, voilà, quand nos glorieux aînés voilà, iront vers d'autres activités, en quoi est-ce qu'on sera capable de reprendre le flambeau de l'utopie, c'est-à-dire de faire advenir une réalité qui ne sera jamais tout à fait égale à celle qu'on aura imaginée, mais qui au moins aura le mérite de nous... d'avoir fait avancer les choses d'une façon ou d'une autre, si ce n'est que pour soi, au moins d'avoir contribué à inspirer son environnement. Et donc, je voudrais dire, et je vais passer le relais à Hélène, Repera a un site. Si jamais l'une ou l'autre d'entre vous, Roland citait un article de Desroches, il se trouve que j'ai un certain nombre de documents de Desroches. Si vous êtes intéressé par des sources que vous n'avez pas, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. Donc, ça marche ? Est-ce que vous m'en... Ouais. Donc en fait, c'est très simple. Si vous voulez continuer à échanger avec nous, à faire des choses, alors après, il y a des investissements plus ou moins variables dans Repera. Il suffit, en fait, vous avez un formulaire de contact sur le site, donc le site www.repera.fr, qui va en fait vous permettre de communiquer avec nous. L'idée, c'est qu'on est ouvert, qu'on peut publier des travaux de tous horizons. Enfin, on en décide au sein voilà, on est un petit groupe à décider puisqu'on est un collectif. Et l'idée, c'est qu'en fait, oui, vous pouvez vous saisir de ce site internet et de notre réseau pour continuer à assurer le prolongement de la pensée de Desroches, en fait. Et c'est vrai qu'au départ, quand on a créé ce réseau, l'idée, c'était bien d'avoir une vitrine qui permette de continuer à faire vivre cette pensée et en même temps de l'actualiser, parce que voilà, l'idée, c'est aussi que la recherche-action, on peut en faire des choses bien ancrées dans le monde d'aujourd'hui. Et du coup, c'est d'ailleurs des choses très intéressantes. Donc, plutôt que d'être dans une posture où on se dit « oh là là, c'est difficile, la société, elle est bloquée, on est dans des choses très normées », il y a une façon bien meilleure, bien plus positive de prendre les choses, c'est de se dire « voilà, on a un cadre de contraintes, et maintenant, dans ce cadre de contraintes, nous, avec nos valeurs, avec notre pensée, comment est-ce qu'on peut faire pour continuer sur la lancée de Desroches ?» Voilà. Voilà, merci Hélène. Voilà, donc, écoutez, déjà vous remercier encore une fois donc, d'être venu aujourd'hui, de nous avoir apporté votre énergie, votre attention, voilà, pour faire ce que cette journée a été. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle journée. Merci à tous les intervenants de nous avoir rejoints. Merci à Franck et à la Fédération française de nous avoir accueillis. N'oubliez pas de déposer, s'il vous plaît, vos fiches d'évaluation en sortant. Et puis, bien sûr, merci à tous les membres du réseau qui ont contribué à cette journée. Donc, je ne vais pas tous vous citer, mais Naïma, Michael, Anne-Françoise, Jocelyne, Luc. Je crois qu'on pourrait applaudir tous ceux qui sont restés associés à cet événement pour que, malgré le report de la date, il puisse avoir lieu. Voilà.